Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation de Pouce Carré, une journée 100% littérature jeunesse et 100% album jeunesse. Alors, je m'appelle Anne-Marie Fortin, je serai votre animatrice aujourd'hui. Je vais commencer en vous présentant un peu Pouce Carré, vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Ensuite, on va commencer ce matin avec une présentation des livres des éditions Michel Quintin. En deuxième partie, on aura une présentation des livres de chez Druide avec la présence à la fin de la présentation de l'autrice Prisca Poirier qui parlera d'une nouvelle collection, de nouvelle série qu'elle a commencé il y a quelques temps déjà. Et cet après-midi, on aura une présentation des albums des éditions Monsieur Ed. Donc, vraiment une journée très variée avec des albums qui seront tous plus inspirants les uns que les autres. Et cette première partie, Michel Quintin, on va avoir de l'album, on va avoir aussi de l'album de bande dessinée. Donc, on va jouer entre les styles un peu d'album documentaire également. Donc, assez de choix pour satisfaire les jeunes lecteurs du primaire qui aiment les ouvrages illustrés. Donc, comme je vous le disais, je m'appelle Anne-Marie Fortin. J'ai fondé la compagnie Pouce Carré il y a maintenant 2 ans. Peut-être que certaines d'entre vous avaient déjà assisté à mes présentations. Pouce Carré est une compagnie qui a comme objectif, d'offrir des occasions de rencontre entre le milieu du livre et les milieux professionnels, institutionnels partout au Québec et dans la francophonie canadienne. Au fil de ma carrière dans le milieu du livre, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du livre. Au fil des années, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de parties du milieu du livre, c'est-à-dire que j'ai travaillé en librairie, j'ai travaillé en édition pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le milieu communautaire également pendant de nombreuses années. Et maintenant, avec Pouce Carré, j'ai eu la chance de constater que l'information sur les livres, elle circule, mais elle pourrait circuler davantage. Et quand on a un métier, par exemple, si vous êtes bibliothécaire, si vous êtes technicien en documentation, ça fait beaucoup d'informations à recevoir, beaucoup de recherches à faire aussi. Et des fois, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous parler des livres, ben, c'est une façon différente et un peu dynamique aussi de découvrir les ouvrages littéraires. Donc, on a des maisons d'édition, je dirais 20 à 25 maisons d'édition, bon an, mal an, ça varie, qui font appel à nos services. On représente également des plateformes en ligne. Donc, mais c'est majoritairement des maisons d'édition. Alors, on a une vingtaine de personnes comme ça qu'on représente. Et on offre des présentations de leurs livres. On fait, dans le fond, pour eux, de la représentation déléguée. Ces maisons, donc, font appel à nos services pour qu'on puisse parler de leurs ouvrages aux gens qui sont dans les milieux scolaires. Et on part généralement des besoins des milieux. Donc, quand on contacte un milieu scolaire, on leur demande, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement ces temps-ci? Et on part de leurs besoins, puis on choisit dans notre banque de maisons d'édition celles qui nous paraissent les plus porteuses pour répondre aux besoins des milieux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir des présentations de livres qui sont vraiment en adéquation avec les besoins qu'il y a dans les différents milieux. Comme je le disais, on fait ça au Québec, on fait ça dans toute la francophonie canadienne. On peut faire des présentations autant virtuelles qu'en présence. Et on a aussi comme ça des journées pouce carré, des journées appui livre qui sont des journées où on offre en inscription individuelle les présentations de livres. Ces présentations sont enregistrées et seront portées ensuite sur la chaîne YouTube de Pouce Carré où vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes sortes d'autres présentations qu'on a données cette année. Euh, pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, vous aurez accès dans le descriptif de la chaîne YouTube aux bibliographies et aux informations qui auront été transmises. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces documents-là. En parlant de la bibliographie, je vais prendre le temps de glisser celle que je vais présenter ce matin dans la conversation. Vous y aurez donc accès. Puis ensuite, je vais vous la présenter un peu pour que vous voyez les particularités de la bibliographie. Donc, en partageant mon écran, je vais vous montrer là, le document que vous venez d'avoir dans la bibliographie. Ça devrait fonctionner. Faites-moi un signe si vous voyez bien la bibliographie affichée à l'écran. J'espère que vous la voyez. Parfait. Merci, Chantal, pour le signe de tête. Alors, la bibliographie ici, donc, vous voyez, ben, ici, on a celle des éditions Michel Quintin. Je l'ai séparée par genre littéraire dans ce cas-ci, donc roman, bande dessinée, documentaire, album.
Et vous avez, évidemment, là, je ne vous présenterai pas tout ça ce matin, on n'aura pas le temps de découvrir tous ces ouvrages-là. L'idée, c'est que vous ayez un document qui soit pratique pour faire des recherches complémentaires. Alors, chacun des livres, vous pouvez cliquer sur les données bibliographiques et ça vous amènera sur la fiche du livre sur le site lelibraire.ca. Donc, ça vous permet d'aller voir les livres qu'on n'a pas présentés ou les livres qui vous ont attiré plus particulièrement, d'aller voir ce qui en est sur le site des libraires. Vous avez aussi le ISBN, le code barre que vous pouvez scanner. Et vous avez, lorsqu'il existe des fiches pédagogiques ou des activités qui ont été faites par la maison d'édition, j'ai mis les liens aussi. Donc, en cliquant sur activités, par exemple, si vous arrivez sur le site des éditions Michel Quintin, vous avez accès à la fiche qui correspond à cet ouvrage-là. C'est vrai dans toutes les bibliographies. Il y a des maisons d'édition qui ne font pas de fiches pédagogiques. Alors, dans ce temps-là, il n'y a tout simplement pas de colonne. Ne soyez pas étonnés si vous avez une bibliographie qui n'a pas cette colonne-là. C'est tout simplement parce que cette maison ne produit pas de fiches pédagogiques. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que vous allez trouver dans la bibliographie. On va donc commencer, à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien sûr, je peux les prendre dès maintenant. Et puis, soyez pas gênés d'utiliser le clavardage, la discussion tout au long de la présentation. On est un petit groupe en direct aujourd'hui, alors ça vaut la peine d'utiliser ce moment-là pour échanger, pour discuter. S'il y a des livres que vous connaissez, j'ai l'impression qu'avec les éditions Michel Quintin, il y aura quand même quelques ouvrages que vous connaissez puisqu'il y a des ouvrages qui sont très connus chez Michel Quintin. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, profitez-en pour échanger et participer à cette présentation-là. C'est toujours plus intéressant quand on a plusieurs personnes qui peuvent prendre la parole. Je vais commencer donc la présentation des éditions Michel Quintin en vous faisant disons, un descriptif rapide là, de la maison d'édition. Et ensuite, je vais vous amener voir le site web pour vous montrer un peu où vous pouvez trouver les fiches pédagogiques, où elles se situent. Puis, on va enchaîner avec la présentation des livres. Donc, aux éditions Michel Quintin, vous allez effectivement trouver plusieurs albums. Il y a d'ailleurs des nouveautés qui sont parues la semaine dernière en album jeunesse que je n'ai malheureusement pas encore pu découvrir. Donc, je vais vous montrer les nouveautés sur le site web, mais c'est des nouveautés qui sont encore vraiment, vraiment très fraîches. Vous allez donc avoir des séries d'albums. Vous avez aussi beaucoup de bandes dessinées, vraiment un grand choix en matière de bandes dessinées, des bandes dessinées variées, euh, assez souvent avec un côté documentaire. Alors, puis on aura aussi plusieurs ouvrages hybrides, plusieurs ouvrages qui se déclinent dans plusieurs genres. Alors, c'est très pratique pour faire naviguer les jeunes d'un genre à l'autre lorsqu'ils aiment beaucoup les bandes dessinées, qu'on a envie d'ajouter à leurs intérêts le roman ou l'album. Lorsqu'ils aiment les albums, on a envie d'ajouter à leurs intérêts la bande dessinée. Bien, c'est des séries qui nous permettent de naviguer entre les genres. Et vous allez avoir aussi beaucoup de romans. La présentation aujourd'hui ne fera pas, les romans ne feront pas l'objet de cette présentation-là puisqu'on s'adresse à l'album aujourd'hui. Mais sachez qu'aux éditions Michel Quintin, vous avez beaucoup de séries de romans qui vont s'adresser aux jeunes, je vous dirais majoritairement à partir du troisième cycle et au secondaire. Des très bonnes séries, très intéressantes, parfois avec plusieurs ouvrages, 5 ou 6 tomes, 7 tomes, donc ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Ce sera l'objet d'une autre présentation à une autre occasion. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on peut aussi se rencontrer à cet effet. Si jamais vous avez envie de découvrir les romans des éditions Michel Quintin, on peut prévoir une présentation de pouces carrés dans vos milieux pour que vous puissiez les découvrir. Alors, allons-y avec un petit tour sur leur site web. Donc, comme je le disais, je vais partager l'écran. Et en arrivant ici sur le site web, vous avez accès donc à un carrousel de nouveautés. Comme je vous disais, on a 3 nouveautés en album ici, c'est-à-dire La grenouille qui rêve les yeux ouverts. C'est une collection, donc la collection Les habitants du Marais. Si je ne m'abuse, c'est le premier ouvrage exactement de cette collection-là. Donc, à surveiller, vous aurez probablement éventuellement des nouveautés de ce côté-là. Chloé Varin, illustrée par Laïa Roca, cette série met en vedette dans cet ouvrage-là une petite grenouille. On peut lire les premières pages sur le site lelibraire.ca. On voit que c'est une grenouille qui ne dort jamais. Et dans le descriptif, on nous dit que cette grenouille aura un accident de voiture qui la fera dormir
pour longtemps. Rêver les yeux ouverts. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est rêver les yeux ouverts. Et les habitants du Marais, que la grenouille a habitude d'aller soutenir, d'aller aider dans leurs différents projets. Ce sera à leur tour de l'aider à émerger probablement de cette situation-là. Vous allez aussi avoir deux autres nouveautés qui sont annoncées ici. Donc, Après la pluie vient l'éléphant de Julie Royer et Laura Vandal, ainsi que Les Bébites sont cuites de Jean-Pierre Guillet, illustré par Lulune. Donc, deux autres albums qui seront à découvrir dans les prochaines semaines qui viennent tout juste de paraître. Donc, ce que je voulais surtout vous montrer en vous amenant sur le site web, bien sûr, vous avez les nouveautés. C'est une maison d'édition qui a aussi une littérature adulte qu'on peut aller visiter. Vous allez avoir différents éléments. Vous avez des vidéos qui vous sont proposées, des actualités. Vous pouvez les suivre également sur Instagram, mais vous avez surtout la section enseignant ici. Donc, en allant visiter la section enseignant, vous pouvez avoir accès au feuillet complet des animations scolaires qui sont proposées par les éditions. Vous avez des animations sur le thème du manga. On en parlera tout à l'heure. Les éditions Michel Quintin proposent maintenant des mangas qui sont faits au Québec. Et vous avez aussi des animations virtuelles de Billy Stewart sur l'histoire du Canada. Puis, un peu plus bas, vous avez tous les outils pédagogiques qui sont réunis. Donc, pour l'instant, quelques séries font l'objet d'outils pédagogiques. Parmi les séries que vous connaissez sans doute assez bien, Les Savais-tu, Les Dragouilles, Les Gibi, puis dans les romans, Les Luna et Les Kimo. Donc, vous allez avoir beaucoup de matériel de ce côté-là et un cahier à colorier. C'est toujours agréable d'avoir quelque chose qu'on peut remettre aux plus jeunes avec des illustrations tirées de différents ouvrages. Donc, un cahier bien complet. Et pour les plus petits, aujourd'hui, on verra la ferme de la Haute-Cour, on en parlera, les charabia. Donc, vous allez voir, vous allez avoir du matériel complémentaire dans ce cahier à colorier. Je vais donc débuter avec la présentation des titres. On commence avec l'album Pur et dur, puisque c'est l'objectif de notre présentation, puis on va se diriger ensuite vers la bande dessinée. Une série vraiment phare dans les albums qui sont proposés par les éditions Michel Quintin, c'est justement la série de la ferme de la Haute-Cour. Alors, vous avez peut-être déjà vu quelques-uns de ces ouvrages. Ce sont des albums de Karine Paquin, illustrés par Laurence Dechassé. Karine Paquin est une autrice qui a énormément publié, que ce soit du roman ou de l'album. Elle a publié beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, des ouvrages aussi, je dirais, très variés. Et dans cette série-là, donc, on a plusieurs ouvrages qui visent à toucher des sujets spécifiques. Donc, chacun des ouvrages de cet album-là va permettre d'aborder avec les jeunes un sujet particulier. On peut les utiliser vraiment dès la maternelle, mais on peut aussi les utiliser plus tard avec les jeunes qui ont grandi, qui vont être capables de comprendre des fois des deuxièmes niveaux de lecture. Parmi les titres, je vous les nomme dans le désordre. Vous avez Les taureaux qui voulaient adopter, Le chevreau qui voulait être meilleur. Donc, je vais reprendre. Les taureaux qui voulaient adopter, mais c'est sur l'adoption homoparentale. Alors, on a deux taureaux qui voudraient avoir un enfant. Ici, on a le chevreau qui voulait être meilleur. Donc, un chevreau qui, à une fois, dans tous les jeux, va essayer d'être le meilleur et qui est déçu à chaque fois, triste, même qui va faire des colères parce qu'il n'arrive pas le premier dans chacun des jeux. Le poney qu'on voulait protéger, qui est un ouvrage qui va parler d'enfants qui se retrouvent dans des situations de famille d'accueil et d'adoption. Donc, c'est un poney qu'on veut protéger de sa famille parce qu'on comprend dans l'ouvrage que la famille, elle a du mal à prendre soin de lui et il va se retrouver dans différentes familles d'animaux différents les uns des autres jusqu'à temps de trouver la famille qui sera celle qui va l'adopter. Vous avez le cochon qui voulait dire non. Alors, le cochon qui voulait dire non, c'est un petit cochon qui a une marque sur la fesse. Et à chaque fois que les autres personnages de la ferme passent près de lui, il lui donne une petite tape sur la fesse, clutch comme ça, tu sais, parce que c'est un signe de chance. Puis un jour, ben, le cochon, il en a assez. Il rencontre une très jolie truie qui lui dira, mais tu as le droit de t'affirmer puis de dire non, ça ne m'intéresse pas qu'on me touche les fesses comme ça. Alors, ça va être une histoire sur le consentement. Vous avez également la vache qui voulait faire sa place, donc une vache différente des autres vaches qui arrive dans un groupe, qui sera jugée parce qu'elle est différente et qui, par le biais de cette histoire-là, va réussir à faire sa place, à se faire reconnaître, à faire aussi abattre les préjugés. C'est une belle occasion de discuter sur les préjugés qu'on a dans la société envers les personnes qui sont différentes de nous.
La brebis qui voulait des amis, vous savez, ces petites brebis qui veulent tellement être amies avec les autres, mais qui ont du mal à agir en conséquence ou qui ont des comportements qui font des fois en sorte qu'elles seront plus exclues qu'incluses dans les groupes. Donc, c'est une brebis qui essaie de se faire des amis, mais de façon assez malhabile, et c'est sa mère qui va l'aider à éventuellement réussir à se faire de bons amis. Vous avez également ici le coq qui voulait être une poule. Si je me souviens bien, c'est un des premiers de la série qui est paru. Le coq qui voulait être une poule, donc un petit coq qui naît et il ne s'identifie pas aux autres coqs de son poulailler. Lui, il s'identifie aux poules de son poulailler. Alors, il veut rester avec elle, il veut s'habiller comme elle. Donc, on va parler ici de l'identité de genre. Puis il y a également un album que je n'ai pas sous la main qui s'appelle La Dinde qui voulait voter. Super album pour parler de démocratie dans les temps d'élection. C'est une dinde qui, il y a un vote qui est organisé à la ferme de la Haute-Cour et depuis que les votes sont organisés, depuis qu'il y a des élections à la ferme de la Haute-Cour, les dindes n'ont pas le droit de vote. Et cette dinde-là, je ne sais pas trop pourquoi, puis elle va commencer à militer pour avoir le droit de vote. Les cochons et les canards sont particulièrement opposés à ce que les dindes aient le droit de vote. Et au fil de l'album, cette dinde va réussir à obtenir le droit de vote. Et tout au long de l'album, on ne sait pas pourquoi elle milite. Et à la fin de l'album, on va réaliser que la dinde milite en fait, tout au long de l'album, on ne sait pas sur quoi le vote va porter. Et à la fin de l'album, quand la dinde a obtenu le droit de vote puis qu'elle arrive devant le billet de vote, elle arrive pour voter puis elle se rend compte que le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va manger pour Noël, qu'est-ce que le fermier va manger pour Noël. Donc, il y avait un choix entre le filet de porc, le magret de canard ou la dinde. Et c'est pour ça que les porcs et les canards étaient aussi opposés à ce que les dindes votent parce que depuis longtemps, ben, tout le monde votait pour qu'on mange de la dinde. Alors, ben, ils ont peur pour leur peau finalement. Donc, une belle occasion de parler de démocratie avec les jeunes. Je vais vous donner peut-être je vais vous faire une petite lecture de quelques pages pour que vous puissiez voir les pages intérieures. Je vais choisir Les taureaux qui voulaient adopter, qui est un des ouvrages assez récents de la série. Alors, comme ça, vous pourrez voir là, un peu comment ça se présente à l'intérieur du livre. On a déjà des belles grandes pages de garde ici qu'on imagine presque comme des tapisseries hein, qu'on pourrait exposer dans nos chambres, les chambres d'enfants. Alors, voici. C'est la nuit à la ferme de la Haute-Cour. Dans l'étable, les vaches dorment. À la porcherie, les cochons ronflent. Perchés dans le poulailler, les poules somnolent et à l'intérieur de leurs enclos, Paolo et Marco rêvent d'être papa. On les voit ici dans leur enclos. Malheureusement, dans la réalité, les deux taureaux ne peuvent pas concevoir d'enfants ensemble et ce, même s'ils s'aiment infiniment. En effet, les vaches et les taureaux sont des mammifères, comme les chèvres, les moutons, les cochons et les chevaux. Et dans le règne animal, il faut souvent un mâle et une femelle pour concevoir un bébé. Alors, les deux taureaux vont décider de passer par l'adoption. Et ils ont décidé donc de devenir parents. Ils sont tout prêts, mais encore faut-il qu'il y ait un enfant à adopter. On va voir ici dans la prochaine page que les saisons passent. Donc ici, on ne nous dit pas les saisons passent. Un bel exemple d'inférence. On peut parler avec les enfants ici. Qu'est-ce que tu vois dans l'image? Combien de temps a passé depuis l'image précédente? Tous les jours, le fermier vient les voir, puis ils espèrent à chaque jour avoir une nouvelle. Ah oui, on aurait un enfant pour vous, mais malheureusement, ils restent à chaque jour déçus. Jusqu'à temps qu'un jour, le fermier leur apporte ceci. Un œuf. Un lundi de printemps, sans prévenir, le fermier se présente enfin avec quelque chose dans les mains. Les futurs papas sautent de joie et promettent de couver cet œuf avec tout leur cœur et leur chaleur. Et là, personne ne sait ce que contient l'œuf. Alors, il y a les spéculations. Hein. La ferme de la Haute-Cour, ben, les gens, les autres habitants de la ferme de la Haute-Cour vont commencer à spéculer, à se demander quel animal peut bien se trouver dans cet œuf. Puis regardez qui va sortir de là. Lorsque l'œuf éclot, on a ce petit oiseau qui sort de là. Alors, Marshall revient avec quelques curieux. Gédéon, le cochon, grogne. C'est un poussin, j'en suis certain. Colette, la poulette, glousse. Pas du tout. Il a la bouille d'un canard. Oscar, le canard, cancane. Impossible, les canetons n'ont pas cette forme de bec. Bridget, la vache, se questionne. Est-ce que c'est un dindon? Simone, la dinde, glougloute. Bien sûr que non. Mais peu importe
de quelle sorte d'oiseau il s'agit, les deux taureaux vont en prendre bien soin. On va voir ensuite quelques pages où la famille s'épanouit, le petit bébé grandit et à la toute fin, la vérité sortira de la bouche du fermier parce que le fermier, lui, le sait, cet oiseau, c'est un petit émeu. Alors, c'est un émeu qui va se retrouver dans la famille des taureaux. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un univers comme ça de ferme, de basse-cour ou de haute-cour, avec tous les animaux. Et les animaux que vous avez vus, peut-être en avez-vous reconnu certains que je vous ai présentés sur les autres pages couverture, parce qu'effectivement, vous avez des animaux qui reviennent dans tous les ouvrages. Et donc, au fil de la série aussi, il y a des animaux qui vont s'ajouter parce que, ben, par exemple, cet émeu pourrait se retrouver dans un prochain album. Donc, je vous dirais que c'est vraiment une série d'albums très importante, presque une série, je pense qu'on pourrait dire une série phare aux éditions Michel Quintin. C'est une série d'albums qui est très appréciée dans les milieux scolaires pour aborder des sujets parfois sensibles avec les jeunes. On peut choisir un livre parmi ceux qui sont proposés ou on peut avoir la série au complet puis explorer les différentes thématiques. Je vous amène dans un autre univers d'albums maintenant avec une série qui est assez rigolote, une série où vous allez découvrir encore une fois un animal, mais cette fois-ci un animal de compagnie. Je dirais même que vous allez découvrir deux animaux de compagnie. C'est une série qui est écrite par Sabrina Deneau et est écrite et illustrée et qui s'intitule Charabia. Alors, Charabia, c'est le petit chat ici. On nous dit Charabia est un chat sans poils et de mauvais poils. Alors, déjà, on a une belle expression ici à explorer avec les plus petits, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être de mauvais poils? C'est une très bonne question à leur poser. Je pense qu'avec la bouille de notre charabia, on peut déjà avoir une petite idée de ce que ça veut dire être de mauvais poils. Charabia n'est jamais très, très souriant sur nos pages couverture. J'ai trois ouvrages que je vais vous présenter. Je vais vous présenter donc Charabia déteste les samedis. Alors, Charabia déteste les samedis. On a même un écriteau qui nous dit attention, chat grognon. Alors, Charabia déteste les samedis, mais Charabia habite avec un autre chat. Il faut que je me rappelle de son nom. Ça, c'est difficile de se rappeler des noms de tous les personnages dans les livres. Donc, Charabia habite avec Roméo, voilà, qui est un beau gros chat poilu à trois pattes, qui lui est toujours de bonne humeur. Sa maîtresse, c'est Olivia, et on va la voir, surtout dans cet ouvrage-là. Elle est présente aussi un peu dans les autres ouvrages, mais celui-ci, c'est peut-être celui où on la découvre davantage. Et Charabia, il déteste les samedis. Pourquoi? Parce que le samedi à la maison, c'est jour de ménage et c'est aussi jour de visite. Alors, le samedi soir, Olivia a de la visite, puis il y a beaucoup de monde qui arrive dans la maison. Charabia, c'est pas un chat très sociable et il est aussi tanné à chaque fois qu'il y a des amis qui arrivent chez lui, des amis de sa maîtresse qui arrivent chez lui, de se faire, de faire en sorte, ben, d'entendre les commentaires sur son apparence. Vu que c'est un chat sans poil, tout le monde trouve qu'il a l'air un peu bizarre. Alors, Charabia va décider de faire toutes sortes de mauvais coups pendant la soirée pour faire partir les invités. Ça vous donne une petite idée ici, là, vous avez quelques exemples. Donc, il va briser les collants, il va voler des choses, défaire les coiffures des invités. Donc, vraiment, Charabia va faire une série de mauvais coups. Vous avez ensuite eu un deuxième ouvrage qui est paru qui s'appelle Charabia reste sur sa faim. Celui-là, je l'ai trouvé quand même vraiment amusant. C'est l'histoire de Charabia avec Roméo, le chat blanc. Ils sont seuls à la maison et ils ont un petit creux. Ils ont une petite faim. Et Charabia va voir que sur la table, il y a un bel emballage coloré qui contient de la nourriture et il va se dire oh, ma maîtresse a laissé traîner des croquettes sur la table. Alors qu'elle est partie, il va se rendre sur la table et il va ouvrir le sac. En fait, il va réussir à ouvrir le sac, puis il va goûter aux graines qui se trouvent là, qui s'appellent mélange gourmet. Mais il goûte, puis il dit il faut être désespérément affamé pour apprécier une telle horreur. Pas question que je mange ça, s'indigne le chat nu. Regardez. Et donc, l'idée d'être nourri avec cet infect mélange l'embête au plus haut point. Le félin se faufile dans sa tanière pour bouder. Il suit du regard sa maîtresse qui se dirige vers le vestibule.
Et là, donc, elle quitte. Elle se prépare à sortir faire ses courses. Ah oui, il a grignoté les graines pendant qu'elle était encore là. Et donc, lui, il se dit, mais c'est pas vrai que moi, je vais manger cette nourriture-là, cette nouvelle nourriture qu'elle m'a appelée. Et quand il voit dans la fenêtre ces silhouettes apparaître, ce sont les trois ratons, toujours affamés. Il se dit, ah, je vais leur servir la nourriture infecte, comme ça, je vais m'en débarrasser. Il pousse les graines en bas de la table, les graines tombent au plancher, les ratons entrent dans la maison. Mais les ratons, ils font du grabuge, hein? Ils vont pas manger juste les graines, ils vont aller manger les céréales, ils vont se servir dans les armoires, les croustilles, les muffins, les biscuits. Donc, les ratons, vraiment, vont faire tout un grabuge. Et lorsque sa maîtresse va rentrer, il fait sortir les ratons, puis elle trouve une maison complètement en désordre. Évidemment, elle ne sera pas très contente, elle va le gronder. Sauf que Charabia, rapidement, il va se rendre compte que sa maîtresse était partie faire des courses. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Une mangeoire. Parce qu'est-ce que c'était des graines pour les chats? Mais non, c'était des graines pour les oiseaux. Alors, Charabia a fait tout ça pour quelque chose qui s'adressait même pas à lui. Pauvre Charabia. Et dernier ouvrage que je vous présente ici, Charabia sort de l'ombre. Un album intéressant pour parler de la différence et parler de l'unicité, parler aussi de la jalousie. Donc, Charabia, il en a assez parce que son ami Roméo, qui est tellement beau, qui est tellement poilu, hein, son ami fait des séances photos pour des couvertures de magazines félins. Alors, Charabia va développer un peu de jalousie. Il se dit, moi, ça n'arrivera jamais que je vais me retrouver sur le dessus d'un magazine. On voit ici sur le dessus du magazine, là, vous pouvez voir, c'est Roméo qui s'y retrouve. Donc, il est jaloux. Et un jour, oui, Charabia va essayer de se rendre beau lui aussi. Tu sais, il se dit, ben, peut-être que si j'avais des poils, peut-être je serais plus attirant. Alors, il va trouver de la colle et des plumes. Il va s'organiser des costumes. Je ne sais pas si c'est trop réussi. Il va essayer d'avoir l'approbation des autres. Alors, à la fenêtre, hein, il va se rendre ici voir le corbeau, puis lui dire, est-ce que je suis beau, hein? Bonjour, Griselda. Dis-moi, ne suis-je pas élégant dans mon nouvel habit? Mais qu'est-ce que c'est que ce plumage? Tu fais un drôle d'oiseau, s'exclame Griselda la corneille. C'était pas tout à fait l'effet escompté. Honnêtement, Charabia, il a l'air un peu ridicule dans toute cette histoire-là. Ensuite, il se décore comme ça. Il y a un deuxième costume, il s'essaie en cadeau. Et là, c'est Roméo qui va lui dire, mais c'est pas ton anniversaire. C'est pas. Est-ce que c'est mon anniversaire? Je m'attendais pas à recevoir un cadeau. Il dit, mais non, je voulais être élégant. Troisième essai. Ah! Il va aller chercher les bijoux de sa maîtresse Olivia. Puis il va se mettre en mode bling-bling. Mais ça n'a pas tellement plus de succès quand il réussit à aller montrer son nouvel aspect aux écureuils. Regardez la réaction des écureuils. Les écureuils se moquent de lui. Alors Charabia est bien découragé. Le lendemain, Roméo a un shooting photo pour les magazines et il se rend donc au bureau du magazine Moustachu. Puis Roméo doit faire une photographie avec un habit comme ça. Sauf que Roméo, qui est très poilu, quand on lui met un habit serré, à quoi ressemble-t-il? C'est à son tour d'avoir l'air ridicule. Alors Charabia se met à rire. Le photographe va entendre le rire du chat, va se retourner puis va lui dire, ah, mais toi, ça t'irait bien. Et c'est comme ça que Charabia devient à son tour la tête d'affiche de magazine. Et donc, on va nous dire, depuis ce jour, Charabia comprend qu'il n'a rien à envier aux autres, bien au contraire, il met désormais cette différence en valeur. Il peut à sa guise s'amuser avec sa nouvelle garde-robe et se vêtir de tricot aux couleurs de l'arc-en-ciel. Charabia est toujours un chat sans poils et c'est très bien ainsi. Regardez là, il a l'air bien. Hein? Nous aussi, on voudrait se faire bronzer au soleil comme ça des fois. Hein? Et voilà, donc on a découvert l'univers de Charabia. Et puis, je vais conclure donc la présentation, je vous dirais, d'album pur et dur avec la série Fripoline, qui est une série de Manon Larivière. C'est une série dans laquelle on a quelques ouvrages qui sont parus jusqu'ici. Celui que j'ai sous la main, souvent aussi, je vous dirais, à la fin des ouvrages de Michel Quintin, vous pouvez voir les autres tomes de la série. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est déjà paru. On a un Valentin pour Fripoline, un chien pour Fripoline et des vacances pour Fripoline.
Et ici, c'est l'ouvrage Des vacances pour Fripoline. Puis, j'ai un petit faible pour ça, moi, les vacances de camping avec un feu de camp et des guimauves. Alors, on a ici Fripoline avec son petit fripon, son petit chien qui s'en va en vacances. Puis écoutez bien, vous avez des albums qui sont tout en rime dans ce cas-ci, donc on peut vraiment travailler là, la rime avec les plus petits. Aujourd'hui, il fait beau. On entend les oiseaux. Fripoline patiente sur le balcon en flattant son petit fripon. Fripoline est en chemin. Ses vacances tombent à point. Tous ensemble, ils vont camper aux abords du lac Sourier. Très clair, hein? Pour les jeunes lecteurs, les premiers lecteurs, on a toujours le texte qui est écrit gros sur un fond de couleur. Ça amène une lisibilité qui est très, très accessible. Fripoline est fin prête. Elle a pris sac et lunettes, maillot de bain et jupette avec sa jolie casquette. Moi, j'aime bien quand je lis des histoires qui sonnent comme ça aux enfants, qui riment comme ça, j'aime leur laisser finir les phrases pour voir si, dans l'anticipation, ils vont être capables de trouver le bon mot. Ça nous permet aussi de voir ce qu'ils ont observé dans l'image, puis s'ils sont capables, en regardant l'image, de trouver un mot qui rime avec la phrase qu'on vient de dire. Fredolin est excité. C'est l'heure d'y aller. Hop dans la voiture, en route vers l'aventure. Et là, ils vont arriver au camping du lac Sourier. Ils vont s'installer donc avec la tente. Ils vont commencer là, à faire leur soirée de camping. Il ne reste donc plus qu'à jouer. Fripoline enfile son maillot pour faire un tour de bateau. Fredolin épate la calerie avec ses acrobaties. Hein, des acrobaties, regardez ici. Des acrobaties en ski nautique. Ou peut-être en wakeboard, en planche nautique. Et là, ma partie préférée. Une fois qu'on s'est amusé, c'est le temps de relaxer. Fredolin prépare un feu. Tout le monde est heureux. Les guimauves sont grillés et prêts à savourer. Sauf que quand ils vont se coucher, ça prend un peu de temps pour s'endormir, on compte les moutons, mais soudain, Fripoline lâche un cri. Elle est complètement affolée. Il y a un monstre dans mon lit. Quelque chose m'a chatouillé. Fripolin se met à japper. Tout le monde est réveillé. Ici aussi, vous pouvez voir, la rime est inversée. Alors, auparavant, on avait toujours deux vers avec une rime. Ici, on a une rime croisée, en fait. Donc, le cri affolé, lit chatouillé. Donc, on peut aborder cette notion-là aussi. Alors, qu'est-ce qui a crié? Qu'est-ce qui l'a chatouillé? Le monstre, c'était quoi qu'il y avait comme monstre dans son lit? Une belle occasion pour faire travailler l'imaginaire des jeunes. Sans faire le moindre bruit, Fredolin regarde dans le lit. Il découvre la petite bête à l'origine de cette tempête. Et là, si vous avez remarqué, je ne vous ai pas montré l'image, parce que si je vous avais montré l'image, vous auriez déjà vu quelle est la petite bête. Regardez-la. C'est une toute petite coccinelle! Une toute petite bête! Les souris éclatent de rire. Fripoline pousse un soupir. Ah, je l'ai échappé belle. Ce n'était qu'une coccinelle. Et voilà, donc des albums de, disons, première lecture pour les plus petits. Puis des fois, hein, au retour des vacances, c'est le fun d'avoir un album qui peut être un peu dans cet univers-là. Je vais me pencher pour déposer ça parce que j'ai vraiment beaucoup de livres autour de moi. Je vais déposer ça par terre. Je reviens tout de suite. Et voilà. Alors, on va maintenant se diriger vers des albums, encore une fois des albums, mais des albums qui parfois vont nous mener à d'autres types d'ouvrages. Bon, vous connaissez sans aucun doute, il y a plusieurs séries fortes aux éditions Michel Quintin, mais parmi celles que vous connaissez sans aucun doute, il y a Les Dragouilles. Alors, Les Dragouilles, qui est une série d'albums documentaires qui permet de découvrir des villes. Ici, on a les vedettes, les vertes d'Honolulu, pardon, les bleus de Mexico. On a les Bleus de Québec pour découvrir différentes villes. On a même le premier ouvrage qui s'appelle Les Origines, qui nous explique l'origine des dragouilles. Donc, ça peut vraiment valoir la peine d'avoir le premier livre qui nous explique qui sont les dragouilles, d'où elles viennent, qui nous présente les différentes dragouilles aussi. Puis ensuite, on choisit toutes les villes qui nous intéressent le plus ou
toutes les dragouilles parce que ça nous permet de découvrir des villes un peu partout dans le monde. On pourrait faire un très beau projet de carte du monde avec les différentes, des petites épines, des petites aiguilles là, sur les différentes villes qu'on a en dragouille. On pourrait même aller plus loin en choisissant d'autres livres qui se passent dans différentes villes, puis avoir comme ça une carte du monde, puis essayer d'aller ratisser le plus large possible, d'avoir des livres qui parlent du plus grand nombre de villes possible. Alors, vous les connaissez sans doute, c'est une série qui est très connue, c'est une série de Maxime Cyr et Karine Gotto. Puis, ben, vous avez toujours comme ça une présentation des différents continents avec une couleur et une grenouille pour chacun des continents. Donc, l'Océanie, c'est vert, l'Asie, c'est rouge, l'Europe, c'est jaune, l'Afrique, c'est orange et les Amériques, c'est bleu. Donc, ici, on est dans les vertes d'Honolulu. On va être amené à découvrir les différentes dragouilles qui se trouvent dans cet ouvrage-là, qui ont chacune leurs caractéristiques, hein, les jumeaux, l'artiste, le cuistot, la rebelle, la geek et la branchée. Puis ensuite, ben, on va découvrir donc les vertes. Situées sur l'île d'Oahu, Honolulu est la capitale de l'État d'Hawaï. Malgré son modernisme et ses nombreux gratte-ciels, il règne à Honolulu un très haut niveau de coolitude. La présence de Waikiki, la plage la plus célèbre du Pacifique, y est sans doute pour quelque chose. Puis là, il y a la dragouille qui dit « À Waikiki, c'est parti, mon kiki! » Et de page en page, on va avoir des petites aventures et des petites blagues qui vont se passer entre les dragouilles. Et ces aventures et les informations qui sont intercalées vont nous permettre de découvrir le lieu en particulier. Donc, vous voyez ici, on avait une petite blague entre les deux jumeaux qui se retrouvent sur la plage et qui vont nous dire, connais-tu la chanson des ananas? Non, qu'est-ce que c'est? Tu n'as qu'à fredonner n'importe quelle chanson et ça te donnera la chanson des ananas. Écoute. Ana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 . Anananana. Puis ensuite, on a deux autres blagues comme ça qui sont des blagues où les jumeaux sont mis en vedette. Puis après ça, ben, on va découvrir une information sur l'archipel d'Hawaï. Donc, on appelle le bout du monde hein, quand on parle des Amériques. Et on nous dit l'archipel d'Hawaï est composé de plus de 130 îles, dont 8 seulement sont habitées. Situé au beau milieu de l'océan Pacifique, pratiquement aussi éloigné de l'Amérique du Nord que de l'Asie, les îles hawaïennes sont parmi les plus isolées du monde. Et là, on nous raconte l'histoire. Donc, cette série-là, elle est faite comme ça, avec des informations qui sont disséminées au travers des bandes dessinées. Eh bien, il y a une série d'albums qui a été lancée après le grand succès de la série Les Dragouilles. Et cette série d'albums-là, ben, c'est les albums La Petite Dragouille. Évidemment, avec les lecteurs plus jeunes, on peut initier les lecteurs à l'univers des dragouilles grâce aux petites dragouilles. Et une fois que les petites dragouilles sont bien connues, bien, on va pouvoir s'intéresser au style documentaire, en fait. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée vers le documentaire qui va se retrouver dans cette série-là. Je vais vous lire, par exemple, ici, c'est toujours de Karine Gotto et Maxime Cyr et Anne-Hélène Prévost. Donc, ce qu'on nous dit au début, c'est qu'on est d'après l'univers de Karine Gotto et Maxime Cyr, basé sur le scénario d'Anne-Hélène Prévost. Donc, ici, je vais vous lire Une cachette pas si secrète. Vous allez voir, c'est quand même vraiment mignon, avec un texte qui est très court, mais une histoire qui est quand même intéressante et en répétition. Donc, c'est le côté de la répétition qui va être amusant. Ça nous permet de travailler l'anticipation, puis ça nous permet de travailler la prédiction là, avec les enfants. Hop, hop, hop! La petite dragouille joue à la marelle dans la ruelle. Elle saute d'une case à l'autre. Dans un grand élan, elle bondit et vlan. Le drap qui était suspendu au-dessus d'elle lui tombe sur la tête. « Ah, une cachette, ça me donne une idée! » Je veux juste vous faire remarquer que le A est un A rond. Hein. On a choisi une typographie qui est très lisible pour les premiers lecteurs, donc ça en fait une belle série d'albums qu'on peut lire là, comme première lecture. Donc, elle a l'idée de faire une cachette avec le drap. La petite dragouille fouille dans le bac à ordures et trouve tout ce dont elle a besoin pour construire une cabane. Des bâtons de hockey, des pinces à linge, une clochette de vélo et une bouée. Donc, on va voir les différents éléments ici. Après bien des efforts, le chantier est terminé. Quelle magnifique cabane! Il y a même une clochette de vélo en guise de sonnette. Il faudra sonner avant d'entrer chez moi. La petite dragouille s'assoit confortablement pour lire dans sa cachette. Drôlin, drôlin!
On dirait qu'elle a un visiteur. C'est Patatanois, l'écureuil, qui vient lui rendre visite. Entre! Regardez-le, un écureuil sportif. On dirait qu'il est venu faire son cours de gym. Il a apporté sa grande roue et son équipement d'entraînement. À peine installé, l'écureuil se met à courir autour de son ami. Oh, cette cabane est trop petite pour deux! Sans plus attendre, la petite dragouille sort de son abri et trace un plan d'agrandissement à la craie. Elle retourne ensuite au bac à ordures pour y chercher ce qu'il faut pour la construction. Alors, vous la voyez ici, elle est en train de tracer son agrandissement. La petite dragouille est contente du résultat. Sa nouvelle cabane est fantastique. Patata! Et là, elle a une cabane 2.0. Elle est bien assez grande pour deux. Mais qu'est-ce que... Oh, cette fois, c'est Patata Poil, le chat, qui arrive avec son coussin et sa valise. Et il prend place juste à côté de la petite dragouille. On dirait bien que la cabane est de nouveau trop petite. La petite dragouille ne se décourage pas. Une fois encore, elle trace un plan et va chercher ce qu'il faut pour agrandir sa cabane. Donc, elle retourne chercher dans les ordures tout ce dont elle a besoin. Après la fin des travaux, les trois amis s'installent quand soudain... Tadam! Oh non, les patates à plumes veulent, elles aussi, leur place à l'intérieur. Mais ces pigeons sont si nombreux. Vous avez remarqué que tous les animaux sont appelés des patates. Hein? Patate à poil, patate à plumes. À peine les derniers invités sont-ils rentrés que, catastrophe, les murs se mettent à tomber. Oh non, attention! Les oiseaux éternuent. Atchoum! Oh! Il ne fallait pas éternuer, l'abri s'est écroulé. Mais la petite dragouille n'est jamais à court d'idées. Elle dessine une nouvelle cabane pour accueillir tous ses amis. Regardez, à quoi ça sert d'avoir des murs et un toit quand on peut se faire des belles pièces à la craie? Voilà, il y a de la place pour tout le monde maintenant, même pour les invités de dernière minute. Et voilà. Et vous avez donc à la fin là, 5 ouvrages qui sont déjà parus. Alors, c'est vraiment des petits albums amusants qui permettent aussi de travailler certaines choses avec les jeunes. Par exemple, ici, trouver des solutions. Hein, quand on a une situation qui arrive, comment on arrive à trouver des bonnes solutions. Une autre série qui est très connue, très populaire chez Michel Quintin, et là, elle se passe de présentation, j'en suis certaine, c'est la fameuse série Billy Stewart. Hein, donc, une série qui, je me demande le premier tome, la première parution du premier tome, on parle de 2011, hein, donc on a vraiment une série qui a maintenant 13 ans. Ça a donné lieu à des versions différentes de cette série-là. Donc, la série de Billy Stewart, qui est un jeune raton laveur qui fait partie du groupe des Intrépides et qui va vivre toutes sortes d'aventures avec son groupe, notamment des aventures qui vont lui demander d'aller visiter la mythologie, de voyager au travers du monde. C'est une série qui se présente de façon hybride entre la bande dessinée et le roman. On a également beaucoup de dynamisme à l'intérieur des pages et des petites cases jaunes où l'auteur, Alain M. Bergeron, s'adresse au lecteur. C'est écrit par Alain M. Bergeron et c'est illustré par Sampar, Samuel Parent. Puis vous avez même des pages qui vont donner des jeux à faire en cours de route. Donc, c'est vraiment très, très, très dynamique. Comme je vous le dis, la série Billy Stewart, elle a été très, très populaire, elle est très connue. C'est des beaux ouvrages, elle se passe de présentation. Mais vous avez eu, encore une fois, si vous me permettez l'expression, des spin-offs, donc des séries qui sont des dérivés de la série principale, comme on vient de voir avec les Dragouilles. Vous avez une série de romans première lecture avec les méga aventures de Billy Stewart. Donc ici, on a Le fantôme de la maison Scott. Donc pour les amateurs de la série de Billy Stewart, bien là maintenant, on va retrouver Billy dans des romans qui sont écrits en caractère assez large avec quelques éléments graphiques qui sont inclus à l'intérieur du livre. C'est des romans qui vont faire 230 pages avec encore une fois des encadrés de la part de l'auteur, mais on est dans un texte assez large, là, donc ça se lit très bien, ça se lit rapidement. Puis ben, on retrouve nos savoureux personnages de la série dans des histoires. Dans ce cas-ci, vous pouvez vous imaginer que c'est une histoire parfaite à prévoir autour de l'Halloween, donc une histoire où on va aller visiter une maison qui est assez inquiétante. Vous avez également eu
comme on a fait pour les dragouilles, l'album. Alors maintenant, vous avez Petit Billy Stewart qui est disponible sous forme d'album. J'ai choisi À table les oiseaux. On pourrait aller le mettre en lien, cet album-là, avec Charabia que je vous ai présenté tout à l'heure, parce qu'on a un Billy Stewart qui aimerait vraiment, avec ses graines, réussir à nourrir les petites mésanges. Puis regardez comme elle est mignonne, cette petite mésange. Toujours de Alain M. Bergeron et Sam Parr. Et puis, je vais vous le lire pour que vous puissiez voir un peu le ton ici. Vous allez retrouver Billy Stewart et vous allez aussi retrouver les autres personnages de sa série. Ils sont tous présentés en version un peu plus jeune. Le temps est magnifique et les oiseaux chantent, cachés dans les grands arbres des environs. Petit Billy Stewart reconnaît l'un de ces chants. Tchu, 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 tchu. J'espère que mes imitations d'oiseaux seront satisfaisantes. Une poignée de graines pour les oiseaux dans les mains, le raton laveur tend les bras. Il dit « À table, les oiseaux! » Puis, il devient immobile comme une statue. Petit Billy Stewart attend, et attend, et attend encore. Tourne la page tout doucement pour ne pas effrayer les oiseaux. Petit Billy Stewart perçoit un mouvement dans un gros érable. Un oiseau voltige d'une branche à l'autre en chantant « Tchichu, tchichu, tchichu ». Il semble se rapprocher du raton laveur. Tchichu, tchichu, tchichu. Petit Billy Stewart identifie la mésange à tête noire. Il a lu dans un livre que cet oiseau-là peut manger des graines directement dans la main de quelqu'un. Le raton laveur est très excité. Petit Billy Stewart espère que la mésange va se poser sur le bout de ses doigts. Il lui murmure « À table, il n'y a que toi et moi et… » Waf, waf, waf! L'aboiement d'un chien fait sursauter le raton laveur qui en échappe les graines. La mésange s'enfuit en un battement d'ailes. « Ça parle aux millions d'écrevisses de la rivière Bulstrode !» s'exclame-t-il. C'est le chien Froufrou qui arrive. Il est accompagné de la renarde Foxy. Billy Stewart aime pas beaucoup Froufrou, hein, mais Foxy, elle aime beaucoup Froufrou. L'oiseau, lui, s'est envolé pour se réfugier dans l'érable. « Que fais-tu là, petit Billy Stewart ?» lui demande la renarde. Le raton laveur est agacé par leur présence. « Je tentais depuis plusieurs minutes d'amener cette mésange à manger dans mes mains, mais ce sale cabot lui a fait peur. Il faut tout recommencer. » Foxy n'est pas content. « Franchement, petit Billy Stewart, mon beau froufrou d'amour chéri désirait simplement te dire bonjour. » Et là, vous pouvez imaginer, Billy va recommencer et va être interrompu par chacun de ses amis qui vont tous arriver les uns après les autres et qui vont éventuellement faire fuir les oiseaux. Donc, chacun, même le caméléon qui va manger une grosse libellule qui allait se poser sur les mains de Billy. Donc, les uns après les autres, ils vont faire fuir les oiseaux. Puis la colère de Billy Stewart ne fera qu'augmenter. Et donc, mais il va continuer à persévérer. Finalement, 5e essai, il attend encore et encore, mais regardez qui se présente plutôt pour venir manger dans sa main. Ce n'est pas vraiment une mésange, hein? C'est plutôt un écureuil qui arrive pour venir manger dans la main de Billy Stewart. Alors, les autres oiseaux partent après lui. Billy Stewart est toujours déçu et il va rentrer chez lui, prendre sa petite collation. Puis il y a une petite mésange qui va passer près de lui, mais Billy Stewart n'a toujours pas réussi à faire manger la mésange dans sa main. Alors, vous voyez, c'est vraiment une occasion de découvrir les différents personnages de la série. C'est une très bonne introduction pour donner ensuite envie aux enfants d'aller lire les ouvrages qui sont plus longs, qui comportent évidemment plus de mots. Puis, vous avez encore une fois à la fin là, une présentation des différents tomes qui sont parus jusqu'à maintenant. Dans la bibliographie, ça me permet de vous dire ça, j'ai mis principalement les premiers tomes des ouvrages pour que vous ayez accès à la référence, mais bien sûr, je vous invite à aller voir parce que souvent, vous avez plusieurs autres tomes qui sont complémentaires. On va maintenant plonger davantage dans l'univers documentaire avec une autre série que vous connaissez sûrement très bien, encore une fois, ça passe presque de présentation. Donc, toujours de Alain M. Bergeron et Samuel Parent, cette fois-ci avec la participation de Michel Quintin. Vous avez la série Savais-tu? Je vous les montre vraiment brièvement parce que je sais que cette série est très connue. Vous avez donc les premiers ouvrages qui avaient été publiés en noir et blanc. Donc, il continue à avoir des nouveautés qui sont publiées dans cette collection. Ça en fait des ouvrages qui sont très peu chers. La série Savais-tu est toujours présentée avec une information
et une blague en forme bande dessinée. Donc, par exemple, ici, savais-tu sur les baleines bleues? Ben, c'est un documentaire sur les baleines bleues où on a une phrase documentaire et une blague en bande dessinée. Les ouvrages, après avoir été publiés en noir et blanc, ont été republiés en couleur dans une version cartonnée. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver les mêmes univers, mais cette fois-ci tout en couleur. Et vous avez maintenant des recueils. Alors, vous avez des recueils thématiques. Ça peut être très intéressant d'avoir ces ouvrages-là qui sont dans un format un peu plus grand, hein, si vous, ben, beaucoup plus grand même, si vous regardez la comparaison. Et les recueils thématiques, ici, j'ai le spécial école, il y a eu le spécial caca que j'ai vu sortir aussi. Il y a plusieurs spéciaux qui sont sortis comme ça avec des thématiques spécifiques, les parents, etc. Et donc, cette fois-ci, ben, on va avoir différentes pages, mais qui parlent d'animaux différents. Donc, ici, on a le koala. Après ça, on va avoir les moufettes. On aura ensuite les libellules. Donc, on a comme ça des pages qui sont extraites des différents albums qui étaient déjà parus et qui sont réunis dans ces recueils-là. Donc, on est encore une fois, quand je parle d'album, hein, on est encore une fois dans une présentation qui est très, très proche de l'album, puisqu'on a des pages qui sont entièrement illustrées, des codes qui appartiennent à la bande dessinée, comme on peut voir ici, mais l'information documentaire aussi. Puis l'information documentaire, elle est courte, elle est succincte, mais elle comporte un vocabulaire qui est précis. Donc, ça nous permet de travailler avec les élèves, là, vraiment le vocabulaire spécifique de la bande dessinée, du documentaire. Pour les jeunes qui sont particulièrement intéressés au documentaire, on sait que le documentaire, c'est un genre littéraire qui est très populaire auprès des jeunes. Les enfants aiment beaucoup tout ce qui concerne les records, hein, les super records Guinness, là, des ouvrages comme ça qui permettent de découvrir toutes sortes de choses étranges. Il y a un côté un peu cabinet de curiosité, hein, dans l'intérêt pour les records Guinness parce que quand on regarde les images, c'est souvent très curieux. Il y a une belle série qui est parue chez Michel Quintin de documentaires de records et de statistiques. Et cette série-là, elle s'appelle Ben et Bob. C'est des ouvrages de Marie-Claude Ouellette, illustrés par Benoît Laverdière. Puis vous pouvez voir records, statistiques et autres curiosités. Puis vous avez 2 tomes qui sont parus jusqu'à maintenant. On est dans un format italien, format allongé. C'est aussi intéressant et attrayant. Puis, vous allez avoir vraiment des ouvrages qui vont permettre une lecture un peu papillonnante, c'est-à-dire qu'on a en une page une information. Et encore une fois, ici, un autre exemple. Donc, ici, j'ai d'où vient le coton. Le coton, le tissu le plus utilisé par les humains, sert à fabriquer les vêtements depuis des milliers d'années. Il vient d'une plante appelée cotonnier qui pousse dans les pays chauds. On récolte le coton après la floraison. Les fleurs du cotonnier se transforment en un fruit sec qui renferme des filaments blancs et soyeux. C'est en assemblant ces filaments qu'on obtient du tissu de coton. Les pays qui en produisent le plus sont la Chine, les États-Unis et l'Inde. Dans d'autres pages, on va avoir plusieurs informations sur la même page. Donc, par exemple, ici, le mot banane viendrait du mot arabe banane qui signifie doigt. Le tamois noir se nourrit en introduisant sa langue dans les nids de fourmis. Il dévore ainsi jusqu'à 30 000 fourmis par jour. Est-ce que le chocolat blanc est du vrai chocolat? Non. Le chocolat noir et le chocolat au lait renferment de la pâte de cacao, pas le chocolat blanc. C'est pourquoi il n'a pas une saveur chocolatée. Et comme ça, vous allez avoir plein d'informations. Donc, c'est vraiment des ouvrages qui permettent de papillonner, de capter un peu d'informations. C'est des ouvrages qui sont très intéressants pour vérifier la rétention d'informations chez les jeunes, hein. Est-ce qu'ils ont réussi à retenir l'information qui était véhiculée? Et c'est des ouvrages aussi qui vont être intéressants pour faire des quiz. Donc, on peut inviter les jeunes à écrire leurs propres questions de quiz, puis à faire comme ça des quiz, à faire affronter, par exemple, 2 équipes dans une classe. Mon truc est toujours le même avec les quiz. Si vous créez un quiz entre les jeunes, de grâce, ne leur donnez pas les réponses au quiz. Faites-leur faire un quiz écrit, par exemple, puis ensuite revenez à l'ouvrage. Donc, les jeunes doivent revenir dans le livre pour trouver les réponses. Dans ce cas-ci, on a 2 tomes. On peut séparer la classe en deux. Une classe travaille à créer des questions de quiz sur le tome 1. L'autre partie travaille à créer des questions de quiz sur le tome 2. On échange des formulaires. L'équipe 1 doit répondre au quiz 2, l'équipe 2 doit répondre au quiz 1. Et on revient au livre pour trouver les réponses à nos questions dans l'ouvrage. Donc, on est amené à lire beaucoup de pages pour essayer de trouver les réponses à nos différentes questions. Donc, ça peut être vraiment une façon intéressante de faire découvrir ces livres-là. Je vous disais tout à l'heure que chez Michel Quintin, on va avoir beaucoup d'ouvrages
hybride entre la bande dessinée et le documentaire. On en a vu déjà quelques-uns. Puis une série qui est assez connue et populaire et qui va en ce sens-là, c'est la série du Docteur Rip. Donc, vous la connaissez peut-être. C'est une série qui pourrait faire soulever les sourcils de certains parce que c'est une série de bande dessinée documentaire qui parle de la mort. Donc, vous avez ici le tome 1, Docteur Rip repose en paix. Le tome 2 s'appelle La Grande Faucheuse. Le tome 3 s'appelle C'est mortel. Et le tome 4 s'appelle Aller simple. Vous connaissez peut-être les prix Darwin. Donc, c'est des prix qui sont remis annuellement pour parler excusez-moi, j'ai été déconcentrée. Je viens de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit dans la conversation tout à l'heure et puis j'avais pas vu. Donc, je suis désolée, j'ai pas suivi ce que vous aviez écrit. Mais je viens de voir que vous avez parlé de Charabia, que c'était un coup de cœur et que les enfants trouvaient ces livres très drôles parce qu'il n'a pas de poils. Chantal nous dit superbe album pour les jeunes. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. On a des beaux choix. Puis, tout à l'heure, bonne idée pour parler de la thématique des voyages. Je ne me rappelle pas exactement de quelle bande dessinée ou de quelle présentation il s'agissait. Si vous voulez me le réécrire, je suis désolée, je n'avais pas vu vos commentaires. Les dragouilles, oui, effectivement, pour parler des voyages, parler aussi de voyager par le texte, hein, parce qu'on peut voyager en vrai, mais voyager par l'album. Donc, merci de m'avoir écrit. Là, je mets ma fenêtre en évidence, là, je vais mieux la voir si vous voulez continuer à participer. J'aime bien vous lire. Je viens de remarquer que vous aviez écrit. Habituellement, j'ai une petite notification, là, je ne sais pas trop, elle n'est pas apparue. Je reviens donc au Dr. Rip. Donc, si vous connaissez les prix Darwin, c'est des prix qui sont remis annuellement. Je ne sais pas si c'est encore remis, mais pour des gens qui sont morts d'une façon, disons, loufoque. Alors, c'est un peu morbide, vous allez me dire, mais vous savez, des gens qui meurent d'une façon très étonnante ou loufoque. Eh bien, les Dr. Rip, c'est des albums bande dessinée qui nous parlent d'une certaine façon de toutes sortes de personnes qui auraient pu gagner les prix Darwin ou de types de morts qui sont loufoques et étranges. Ça en fait un type de bande dessinée très drôle, très dynamique, qui aborde quand même un sujet spécial avec les jeunes. Les jeunes sont fascinés par ça. Moi, déjà, très jeune, ma fille regardait les albums du Dr. Rip, mais sans nécessairement lire les textes. Pourquoi? Parce que chaque page est présentée ainsi. Donc, vous avez une bande dessinée sans texte avec Darwin. Darwin, qui est le petit personnage là, que vous voyez qui est jaune ici. Puis le Dr. Rip, c'est lui qu'on voit dans les marges. Alors, vous avez toujours la bande dessinée sans texte et on va présenter d'une façon un peu loufoque la mort en question. Par exemple, ici, on a le titre On meurt soufflé. Je vais juste prendre un bon angle. Alors, vous avez Darwin qui se promène auprès d'un bonhomme de neige. Il reçoit une balle de neige en arrière de la tête. Il commence à avoir une bataille de balles de neige. Il se cache derrière un monticule, puis la souffleuse passe sur Darwin. Et Darwin, on le voit même ressortir dans la neige qui sort de la souffleuse. Et on a toujours dans la marge, le docteur Rip t'explique. La souffleuse à neige a été inventée par Arthur Sicard, un Québécois. Maintenant, je me sers de ma pelle pour jouer de la guitare. Alors là, il fait de la air guitar avec sa pelle. Malheureusement, depuis sa création, la machine fait des victimes bon an, mal an. Il dit, alors oui, j'ai gardé ma pelle. Puis là, on a un petit écureuil, il dit, bonne idée, déjà que ta tête flotte. Ces machines très puissantes laissent peu de chance à ceux qui tombent sous leurs dents. Elles ont causé la mort à ma tante Saint-Albert et Saint-Valère, à Matane, excuse, ma tante. Elles ont causé la mort à Matane, Saint-Albert et Saint-Valère au Québec, aussi bien qu'à Angle en France et à Big Sky dans l'État du Montana aux États-Unis. Donc, on apprend une information sur une façon de mourir. La page d'après, on meurt, tu sais. Puis là, on a Darwin ici qui se promène avec un drapeau. Il y a une mouche qui vient le déranger. Il va jouer du drapeau pour éloigner la mouche. Il va continuer comme ça. Il va lancer son drapeau sur une espèce de guerrier. Ça va le planter dans le bras du guerrier. Et le guerrier va lui lancer sa hache. Pouch! Darwin meurt. Docteur Rip t'explique. La mouche tsetse peut transmettre la maladie du sommeil. Et oui, cette mouche existe.
très dangereuse. Elle est responsable de 10 000 décès chaque année dans les pays africains. Oh, je suis fatiguée. Est-ce que j'aurais attrapé la maladie du sommeil? Donc, vous voyez la blague ici, c'est comme si on avait dit à l'illustrateur mourir à cause d'une mouche. Et là, il a imaginé une mort en lien avec une mouche, mais qui n'est pas nécessairement la mouche tsetse. Puis ensuite, on a l'explication. Vous avez comme ça 4 tombes, donc autant de façons de mourir, imaginez-vous donc. Et on peut voir sur le site des éditions Michel Quintin qu'il y aura une nouvelle série. Alors, je vais partager mon écran. Celle-ci n'est pas encore sortie. Je n'ai pas eu la chance encore de mettre la main sur cette série-là, mais j'ai reçu le communiqué. Alors, je peux au moins vous montrer les pages intérieures. Et ça va s'appeler Crash Darwin, donc de Frege. La série était de Frege et Quintin. Frege faisant les illustrations, puis Quintin étant à l'information, hein, donc partie informative du texte. Et donc ici, on est seulement avec Frege, puis on a seulement les parties de Darwin. Donc, quand je vous disais, ma fille, très jeune, moi, je ne suis pas très gênée par rapport à ce sujet-là. Elle avait 4 ans, puis elle regardait les Dr. Rip, puis si elle avait des questions à me poser, qu'elle me pose des questions, je vais y répondre. Mais à cet âge-là, elle n'était pas intéressée par l'information documentaire qui était dans les marges. Moi, j'essayais de lui lire des fois, puis ça restait quand même absurde et flou pour elle. Ça restait une information qui était probablement trop abstraite, en fait. Pas tant absurde, mais abstraite. Et voici, donc j'ai l'impression que la série Crash Darwin est née de ce genre de réflexion-là pour un public plus jeune. Ici, on dit 7 ans et plus. Bon, peut-être que je lui ai fait regarder ça un peu jeune, mais elle n'est pas traumatisée. Puis on nous dit une image vaut 1000 mots dans cette collection dérivée de la série Dr. Rip, une série qui a remporté le prix Acmatac en 2023. Et on voit donc que c'est vraiment une série qui va être concentrée sur les planches bandes dessinées de Frege dans la série avec le personnage de Darwin qu'on retrouvait dans les Dr. Rip. Donc, voici pour une série de documentaires. Je serais curieuse de savoir, là, dans la conversation, si il y a ou si vous voulez prendre la parole, là, si c'est une série que vous utilisez, que vous connaissez, puis si votre ressenti, en fait, par rapport au fait de parler d'une telle thématique avec les jeunes, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous aimeriez essayer ou vous trouvez ça un peu délicat d'aborder ces sujets-là avec les enfants? Si vous voulez répondre ou prendre la parole, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'en profite pour prendre une gorgée de café dont, de façon secrète, j'ai reçu une livraison pendant que j'étais en train de vous présenter Dr. Rip. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à la série Dr. Rip ou. Ah, Marie-Josée nous dit je connaissais que de nom le Dr. Rip, mais je trouve ça très intéressant. Ben, je suis d'accord avec vous, c'est une série, à mon avis, c'est une série qu'il faut un peu oser parce que c'est un sujet c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aborder un sujet comme ça avec les jeunes. Mais ça les fascine, ça les intéresse, ça dédramatise aussi. Après, on vérifie dans l'année ce qui s'est passé avec les jeunes de votre groupe. Tu sais, est-ce que c'est pertinent pour eux? Parce que il peut arriver qu'il y a eu un drame dans une famille. Là, cette année, vous décidez peut-être que c'est trop délicat, hein, ça peut arriver, mais c'est une façon quand même très humoristique d'aborder un sujet qui est important, qui est grave, puis ça fascine beaucoup les enfants. Chantal aussi nous dit que c'est une nouveauté pour elle. Ben, je suis ravie que ça puisse être une nouveauté, une découverte pour vous. Bon, les derniers ouvrages que je vous ai présentés, c'est des ouvrages qui peuvent être quand même assez multi-âges, c'est-à-dire que soit qu'on en lit les illustrations, soit qu'on lit le texte, on peut les utiliser à plusieurs âges. J'aurais envie de vous présenter peut-être maintenant ah oui, je vais aller chercher ça aussi, 2 ou 3 séries qui vont s'adresser aux plus vieux du primaire. Donc, on va tomber dans je dirais, 2e et 3e cycle. La prochaine, je dirais même pas mal 3e cycle. Pour ce qui est des intérêts, après, ça dépend des jeunes aussi. Vous me direz dans la conversation si vous croyez que ça peut intéresser les plus jeunes. C'est une série personnellement qui m'a fascinée et qui pourrait assurément mener à des projets de recherche vraiment intéressants dans les classes. Je pense entre autres à utiliser le tableau interactif pour cette série-là.
Je vais vous la présenter, puis après ça, je vais continuer à en parler. C'est une série qui s'appelle L'histoire du cinéma en BD. Alors, on a 3 tomes jusqu'à maintenant. Ici, on a Philippe Lemieux et les auteurs des 3 tomes sont Philippe Lemieux et Gary. Le premier tome s'intéresse à l'image en mouvement. Le deuxième tome, on est dans l'apogée du mime. Et le troisième tome, j'ai presque l'impression que c'est celui qui va le plus rapidement attirer les jeunes, c'est la naissance des monstres. Alors, tous les monstres qu'on va trouver dans l'histoire du cinéma. Pourquoi je pense à un projet qui impliquerait un tableau interactif? C'est que quand on est dans les ouvrages les plus qui parlent vraiment des débuts du cinéma, bien, toutes les œuvres dont il est question, que ce soit les œuvres de Méliès, que ce soit les œuvres de Edison, que ce soit les œuvres, par exemple, comment s'appelait-il? Muybridge, Edward Muybridge, ces œuvres-là font maintenant partie du domaine public. Alors, on peut aller les chercher sur Internet puis voir des sections ou parfois même les œuvres complètes sur YouTube, sur les sites de partage. On va suivre dans la série de la bande dessinée 2 cinéphiles qu'on voit ici arriver au cinéma et qui vont nous raconter l'histoire du cinéma, dans ce cas-ci, donc vraiment l'image en mouvement, donc le premier mouvement d'image. D'une façon chronologique, chapitre par chapitre, on va découvrir comment le cinéma a évolué. On commence avec Muybridge. Muybridge, c'est lui qui avait installé des caméras toutes les unes à côté des autres, qui avait fait courir des chevaux devant ces caméras-là pour être capable de capter le plus possible de mouvements du cheval et qui avait réussi à mettre en mouvement le cheval en faisant se succéder ces images-là pour donner l'impression du mouvement. Vous avez déjà vu ça, j'en suis certaine, là, ici. Donc, vous voyez ici, on voyait les différentes étapes du mouvement. On apprend que Muybridge avait fait ça avec des humains, avait fait ça avec d'autres animaux. Mais là, si vous allez sur Internet et que vous cherchez Edward Muybridge, cheval en mouvement, pouf, vous tombez sur la vidéo. Alors, on peut lire la bande dessinée, projeter à l'écran le résultat de ce que ça a donné. Moi, je trouve toujours ça fascinant de voir comment les auteurs de bande dessinée ont réussi par l'illustration à recréer des images qu'on peut voir qui ont été faites il y a 150 ans, à peu près 140 ans en vidéo, en photo et en vidéo. Donc, vous allez passer comme ça au travers de l'histoire des premiers mouvements, puis on va se rendre, il y a Thomas Edison, qu'on connaît beaucoup pour l'invention de l'ampoule, hein, mais qui a fait vraiment qui a beaucoup travaillé pour l'image en mouvement. C'est lui qui avait lancé les premiers Nickelodeon, qui étaient des espèces de cinéma où on pouvait aller voir des films c'était vraiment individuel. Donc, le film était projeté dans une boîte, puis il fallait mettre ses yeux sur la boîte pour voir le film et regarder, ben, si vous allez chercher, là, les titres des films sont donnés, puis si vous allez chercher Thomas Edison, Femme qui danse, ben, vous allez être capable de visionner ce film-là en entier, qui dure quelques secondes. Alors, il y a vraiment un beau travail qu'on peut faire de ce côté-là. Le deuxième tome, on est dans l'apogée du mime. Alors, évidemment, on va découvrir Charlie Chaplin, qui a été extrêmement important dans l'histoire du mime. Puis, on va découvrir également, je vais juste retrouver son nom, j'ai toujours du mal à me rappeler de son nom, Max Sennett aussi, qui a été très important dans l'industrie du mime comme producteur. Puis, il y avait un autre mime, si vous connaissez l'autre personnage dont j'essaie de vous parler, n'hésitez pas à me l'écrire. C'était un mime, Buster Keaton, voilà. C'était un mime qui, autant Charlie Chaplin était reconnu pour être drôle, amusant, très expressif, autant Buster Keaton, lui qui a fait énormément de cascades dans des films, lui, il était reconnu pour être toujours de marbre, toujours de glace, jamais d'expression faciale. On nous parle entre autres de scènes que Buster Keaton a tournées qui étaient très dangereuses, donc il faisait toutes ces cascades lui-même. Et la scène la plus dangereuse que Buster Keaton avait tourné des scènes comme ça où il était assis devant un train en mouvement. Et il avait créé aussi, donc la scène la plus dangereuse qu'il ait faite, c'est la scène où une façade de maison tombait et elle devait tomber
exactement de façon à ce que lui passe à travers la fenêtre. Et puis, c'est intéressant parce que les jeunes aujourd'hui regardent des films qui sont truffés d'effets spéciaux, des effets spéciaux qui sont générés maintenant à l'ordinateur ou avec une technologie incroyable. Mais c'est vraiment intéressant de revenir à la base puis de voir que les effets spéciaux il y avait des effets spéciaux, mais c'était fait pour vrai. Alors, il y avait un véritable danger que couraient ces acteurs-là. Puis à la fin, on voit des images reproduites du seul film où Buster Keaton et Charlie Chaplin ont joué ensemble, donc où ils se sont retrouvés. Puis on termine la série à Hollywood, donc avec une vue sur l'avenir. Et le troisième ouvrage, celui-ci, ben là, Philippe et Mélanie se retrouvent à découvrir les personnages qui ont marqué les monstres, la naissance des monstres. Donc, on va découvrir plusieurs monstres différents et leurs créateurs. Donc, vraiment, là, une autre façon d'explorer le cinéma d'explorer l'histoire du cinéma. Donc, vraiment, ben, je pense que vous pouvez entendre que pour moi, l'histoire du cinéma, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est attrayant. Les jeunes sont intéressés par les séries, par les films qu'ils regardent, par la machine en arrière de ça aussi. Donc, je pense que ça peut les intéresser. Puis en projetant des images d'archives en plus, ben, qui sont libres de droit parce qu'elles sont aujourd'hui tombées dans le domaine public, ben, on peut vraiment amener les jeunes à découvrir ces œuvres-là. Puis peut-être même, qui sait, à faire naître chez eux hein, l'intérêt pour le cinéma de répertoire. Je vais continuer toujours donc ma présentation, cette fois-ci avec une série de bandes dessinées qui permet encore de découvrir une forme d'art. Donc, une forme d'art qui est aussi très appréciée des jeunes. Les jeunes vont souvent aimer dessiner, créer des histoires. Plusieurs essaient de créer leur propre bande dessinée parce qu'ils ont un intérêt pour ce genre littéraire. Et il y a une série donc qui est parue, toujours aux éditions Michel Quintin, qui s'appelle, pardon, qui s'appelle Les Phylactéribles. Vous avez jusqu'à date 2 tomes. Donc, le premier tome ici, Le Grimoire secret, et le deuxième tome, La menace grise. Et c'est une série d'Alex S. Girard et Rig, deux grands créateurs de bande dessinée qui sont très appréciés des jeunes. Ces deux ouvrages-là ne sont pas des guides pour créer des bandes dessinées. Vous n'allez pas trouver là des ouvrages qui vous apprennent à faire des bandes dessinées. Mais c'est des ouvrages qui vont parler du processus de création par lequel passent les créateurs pour réussir à créer leur bande dessinée. On commence en nous parlant, je dirais presque à l'inverse, on va nous parler de la page blanche parce qu'il y a toute la création, il y a toute l'inspiration, mais il y a aussi ce fameux moment où on ne sait pas quoi créer. Alors, nos deux personnages ici, on a le narrateur qui nous dit, lui, c'est moi. Alors, c'est Rig. À l'autre bout du fil, c'est Alex. Rig, il est en panne sèche. Il a un projet à sortir, il est supposé de remettre une bande dessinée, il n'a plus d'inspiration. Alors Alex lui dit, moi je vais t'organiser ça, viens avec moi, retrouve-moi à la bibliothèque Henri Julien et je vais t'aider à retrouver l'inspiration. Ils vont entrer dans la bibliothèque, ils vont descendre au sous-sol hein, par des escaliers dans une pièce un peu secrète et Rig va lui dire, ben là, on fait quoi là? Puis Alex, il va dire, ben, regarde bien. Et sur le mur, Alex va faire un cercle. Le cercle se transforme en poignée. Et tout à coup, clic, on peut entrer dans le mur du sous-sol de la bibliothèque. Il y a vraiment quelque chose de magique, là, voyage imaginaire. Dans ce mur, ils vont trouver un grimoire et lui, il y a toujours beaucoup d'humour. Fait que Craig, il dit je pense pas qu'il soit répertorié dans le catalogue de la bibliothèque, celui-là. Il dit c'est excitant, non? Allez, on l'ouvre. Ils ouvrent le grimoire et là, il y a une bulle qui apparaît qui dit bonjour à vous, apprentis scriptouilleurs. Je vous espérais. En me m'ouvrant, vous entrez dans le monde de l'imaginaire. Vous pourrez y maîtriser l'art du dessin et de la créativité. Or, pour apprendre à explorer des techniques, c'est bien, mais vivre des aventures, c'est encore mieux. Car après tout, créer, c'est sortir de soi tout en voyageant en soi. Et là, ils vont avoir des épreuves à réaliser. La première épreuve sera de dessiner l'objet de leur plus grande peur. Alors, ils vont décider de dessiner un rat, mais les deux artistes ne dessineront pas le rat de la même façon. Alors, on va voir leur processus de création.
Ici, on a Rig qui dit « Je bâtis toujours mes personnages mignons par la structure et le rond, c'est mignon. Tiens, tant qu'à rendre ça cute, je vais le mettre sur un gros fromage. Maintenant, j'attaque les détails. Les oreilles démesurées, les yeux ronds, bien sûr, et le nez. Là, on sait que c'est un rat. Donc, on voit au début les ronds un peu plus définis, et on vient mettre les détails. C'est pas terminé. Ensuite, les dents. Ah, j'oubliais la queue, longue et forte. Bon, ça a l'air de ça. Là, on a ajouté le fromage, encore plus de détails. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une façon de créer un rat. Moi, je ne serais jamais capable de créer un beau rat comme ça, mais c'est une bonne façon de créer un rat. Maintenant, c'est l'heure de Alex. Alex va dire, ben moi, je n'ai pas le même processus que toi. D'abord, je dois trouver des images sur le net. Tiens ça, s'il te plaît. Il a trouvé l'image d'un rat. Il dit, j'essaie de simplifier la forme. J'analyse l'image pour déterminer où il y a plus d'éléments à dessiner. J'essaie de simplifier la forme au max. Là, lui, il dit, on dirait un cornichon. Ah ben oui. Il dit, après, je divise ça en groupes et dans ce cas-ci, on peut diviser le cornichon en deux. Donc, la forme la plus simplifiée, la forme du cornichon, et là, on peut la diviser en deux. Il y a un trait qui a été tracé au centre. La moitié supérieure comprend la tête et les pattes avant. Là, il dit, ah, tu subdivises encore? Ouais, c'est un peu comme faire un quadrillé pour les proportions. Là, on va voir ici comment il travaille les proportions, le quadrillé, etc. Ensuite, il va ajouter tous les détails, chacun des détails qu'il veut ajouter. Puis à la fin, on a son résultat. Deux processus différents, deux rats différents. Et ils vont comme ça devoir dessiner plusieurs choses. Ils vont se créer du feu. Ils vont devoir créer une perspective. On va découvrir ce que c'est la perspective. Ils vont devoir créer des personnages. Alors, chacun décide de créer un personnage très différent. Donc, ici, on a une espèce de personnage en gélatine. Ça, c'était Rig. Alex, lui, a créé, attendez, je vais vous la retrouver, une guerrière, comme ça ici. Et donc, ils vont être amenés éventuellement à réussir à sortir du sous-sol grâce aux histoires qu'ils vont avoir créées. Puis, dans le tome 2, ben là, on est toujours avec les deux personnages qui vont vivre des nouvelles aventures, mais qui vont nous permettre de découvrir d'autres aspects de la création de bande dessinée. Donc, avec le titre Les Phylactéribles, là, on est avec la phylactère et la société secrète, on va découvrir comme ça la société secrète des crayonneurs. Donc, c'est vraiment une bande dessinée qui va permettre d'aller découvrir l'univers de la bande dessinée pour les jeunes. Et puis, je regarde le temps qui file. Je pense que je pourrais terminer. On verra le temps qui nous reste après ceci, mais je vais terminer ma présentation avec une série de mangas, puisque les auteurs Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre ont publié deux mangas là, de la même série chez Michel Quintin. C'est la série Les Élus Eljoun. Le même duo avait écrit Humerlin. Alors, Humerlin, c'est une bande dessinée vraiment intéressante qui pourrait intéresser les jeunes du troisième cycle où on est dans un univers de bande dessinée très américaine, très classique américaine, que ce soit Marvel ou DC Comics ou des bandes dessinées de super-héros avec un très bon propos, beaucoup d'action, beaucoup de détails dans les pages. C'est une bande dessinée de science-fiction futuriste, de super-héros qui vont dépasser leurs propres limites. Donc, on avait vu dans la série Humerlin que Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre pouvaient vraiment capter l'ensemble des codes d'un genre, se les approprier et créer une œuvre forte à partir de ces codes-là. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils ont fait la série de bande dessinée, disons, bande dessinée américaine avec Humerlin et qu'ensuite, ben, ils nous proposent du manga. Et le manga, ce que ça veut dire, ben, c'est capter les codes de la bande dessinée japonaise, les intégrer et réussir à faire une bande dessinée qui soit originale autour de ces codes-là. Et si vous connaissez un peu le manga, ici, on respecte les codes. Premièrement, on commence avec la page de droite. Quand on essaie de commencer par le sens de lecture traditionnelle occidentale, on se fait dire qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, on commence par la page de droite. Et si vous regardez les illustrations intérieures,
On a respecté les codes, des yeux très expressifs, le type de visage aussi qu'on va retrouver, la mise en page très dynamique avec des surimpositions de cases les unes par-dessus les autres, des sections avec des fonds noirs pour donner un effet spécifique, des super-héros, des personnages qui vont dépasser les cases hein, pour avoir vraiment un effet de profondeur qui va être créé dans les miroirs de page. Vraiment, on est dans le manga traditionnel, puis c'est assez rare du manga qui n'est pas japonais et qui respecte de cette façon-là les codes. Alors, les élus Eljun. Alors, on est dans une histoire d'élus. On va commencer par découvrir le personnage de Reveneux. Donc, on est dans un univers où Eljun, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est attaqué par les forces du néant. Et l'arbre de la vie protège 9 mondes. Les forces du néant essaient d'attaquer l'arbre pour annihiler les mondes ou prendre le contrôle des mondes. Et il y a des élus, les élus Eljun, qui ont été choisis pour protéger l'arbre de la vie et anéantir les forces du mal, les forces du néant. Chacun de ces élus a une particularité qui le rapproche d'un animal. Alors déjà, vous pouvez voir ici, on a une jeune fille là, qui a l'apparence d'une renarde. Dans le tome 2, dans le tome 1, on avait le corbeau avec Rêvenard. Au début de l'ouvrage, Rêvenard va se battre contre l'une des forces du mal et se retrouver à l'article de la mort. Les élus ont des pouvoirs surnaturels et ils ont un pouvoir qui est le pouvoir, disons, le pouvoir extrême, là, leur dernier pouvoir qu'ils peuvent utiliser. Et le pouvoir du corbeau, c'est au moment où il se trouve dans une situation désespérée, il peut disparaître. Il va réapparaître à un autre endroit, complètement amnésique. Donc, Rêvenard, qui était un des élus très importants. Il avait une amie qui s'appelle Ulfa, qu'on va retrouver ici, qui était son amoureuse. Et il se bat contre une des forces du néant. Et à un moment donné, ben, il est pris au piège, alors il décide de disparaître. On a une narration alternée entre le passé et le présent où on va retrouver Rêvenard qui est devenu berger. Donc, il a été trouvé dans un champ amnésique. On l'a adopté. Il est devenu berger. C'est un petit garçon joyeux qui se promène. Et à un moment donné, il va découvrir qu'il a une force surhumaine. Entre-temps, Ulfa est partie à sa recherche. Donc, il y a des années qui sont passées, puis Ulfa le cherche de par le monde et elle va réussir à le retrouver parce que Rêvenard va participer à un concours de bras de fer quand il a réalisé qu'il y avait une force surhumaine. Il va commencer à participer à des concours de bras de fer et elle le voit sur une affiche, puis elle va réussir à le retrouver comme ça et tenter de le convaincre de revenir se battre contre les forces du néant. Alors, c'est dans cet univers-là de super-héros et de combats contre les forces du néant qu'on se retrouve dans le manga. Si vous connaissez un peu l'univers des mangas, on est dans un monde qui est vraiment là, proche de ce qu'on va trouver généralement dans certains types de mangas, les mangas qui sont les plus axés sur l'aventure, l'action. Ça reste toujours des histoires où le développement des personnages est très important. Donc, les mangas d'aventure et d'action comme ça, mais il y a toujours quand même un développement des personnages qui va mener à une évolution, à un changement, à des prises de conscience. Ça va attirer. Moi, je trouve que cette partie-là attire un certain type de lecteur aussi. Donc, des fois, on n'est pas nécessairement un lecteur d'aventure, mais tout à coup, ben, d'avoir des petits des moments où on voit que le personnage évolue, ben, ça nous donne envie de s'attacher à ces personnages-là. Donc, vraiment, une très belle série de mangas à découvrir. Puis, sachant que c'est fait ici en plus, ben, il y a tout à fait un petit plus. Je vois qu'il me reste un petit 5 minutes. Je vais vous présenter en rafale 2 nouveautés que je viens tout juste de recevoir. Alors, ce sont de nouvelles séries qui sont lancées chez Michel Quintin. Vous avez en bande dessinée Ben le champion de Hugo G. Desclercq, tome 1, Le clan des orangs-outans. Donc, on est vraiment dans la bande dessinée, encore une fois, avec un type, je dirais, assez traditionnel. Mais les thématiques abordées, c'est très intéressant. On est autour des thématiques du réchauffement climatique et de l'exploitation des terres par les êtres humains. Donc, Ben le champion, c'est un ours polaire. Il habite sur une banquise et il se met à faire de plus en plus chaud. Il a de moins en moins de nourriture. Il est affamé. Puis un jour, il s'installe sur un bout de la banquise. La banquise va craquer
Et on va voir Ben comme ça partir à la dérive, puis atterrir accosté finalement avec son petit reste de banquise sur les rives d'une plage vraiment tropicale. Alors lui, il ne s'attendait pas à se retrouver dans un environnement aussi chaud que ça. Il se retrouve sur une île et sur cette île, il y a le clan des orang-outans. Et je vais essayer de vous montrer une image du clan des orang-outans. Vous avez ici le chef du clan des orang-outans. Donc, il y a le clan des orang-outans. Au début, ils vont s'affronter, mais finalement, le clan des orang-outans va déterminer que Ben est peut-être l'élu qui vient d'arriver pour les sauver de la menace. Et la menace, c'est une grande créature de métal avec des dents acérées. Et puis, si vous la regardez ici, vous allez la reconnaître, hein. Donc, c'est vraiment l'exploitation forestière. Donc, on a des humains qui sont en train de déforester complètement une section de l'île pour pouvoir y planter des arbres des palmiers là, pour faire de l'huile de palme. Donc, ils veulent faire une exploitation d'huile de palme. C'est en train d'anéantir le monde des orang-outans. Puis, ce qui est vraiment curieux, amusant, c'est qu'il y aura une confrontation entre les animaux et les humains. Et tout à coup, ben, on nous dit, c'est ainsi que malgré leurs efforts, Ben et les orang-outans périrent. Dans les semaines qui suivirent, les humains détruisirent le village, puis plantèrent des palmiers. On n'entendit plus jamais parler des orang-outans de Sumatra. On est sur l'île de Sumatra. Fin. C'est quand même rare que ça finisse aussi mal. Et là, tout à coup, on se retrouve au paradis des animaux. Puis là, ils disent, wow, 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 c'est quoi cette fin-là? Voyons donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différent? Et là, ils vont dire, ben, premièrement, il faut changer les habitudes de vie, etc., etc. On a l'impression que ça va tomber dans un côté moralisateur, mais tout à coup, ça retombe dans une folie où il va y avoir des bestioles imaginées, des bestioles de fer imaginées par les animaux qui vont venir attaquer les humains et éventuellement, les animaux vont gagner. Donc, il y a comme une deuxième fin qui va être proposée. Alors, c'est intéressant, c'est rare narrativement qu'on a ce genre de surprise-là. Tu sais, on sait qu'il reste 20 pages, mais on a déjà la fin puis tout le monde est mort. Alors là, ben, on aura une deuxième fin. Et pour conclure, dernière série très récente, c'est de Raymond Parent, La Fabrique à BD. Donc, on a beaucoup parlé de bande dessinée dans cette première présentation aujourd'hui. Et ici, donc, on a décidé de présenter dans chacun des albums de bande dessinée trois pages de bande dessinée. Donc, on est vraiment là, une page, une histoire. Puis ensuite, on nous dit, OK, maintenant que vous avez lu ça, voici, et ce sont les pages avec les fonds beige, voici tout ce qui est arrivé au personnage avant cette page-là. Et là, on nous offre à peu près une dizaine de pages complètement déjantées où on va avoir le récit de ce que les personnages ont vécu avant la page qu'on vient de voir. Et là, on va découvrir toute l'histoire des personnages qui sont impliqués. Donc, ça nous permet vraiment d'aller creuser en arrière des personnages. Très belle activité qu'on peut faire avec ça. Pour commencer, on présente seulement la page aux jeunes. On leur demande d'inventer ce qui peut arriver au personnage avant d'arriver là. Puis après, on découvre ce que le créateur et mon parent avaient véritablement pensé. Puis on compare. Il y a autant de réponses qu'il y a d'enfants à ce genre de questions-là. Alors, on a déjà terminé la présentation des éditions Michel Quintin. J'espère que ça vous a permis de faire de belles découvertes. Et on se retrouve dans quelques instants pour une autre présentation. Alors, je vous souhaite une bonne pause et je vous reviens tout de suite avec la prochaine animation. Prochaine animation qui sera la présentation des éditions Druide en compagnie pour une certaine partie de l'autrice Prisca Poirier. À tout de suite.